du glycogène avec synthèse du glucose. Et elle fournit de l'énergie au cerveau. Donc, rôle métabolique et énergétique. La carence est caractéristique puisqu'elle se manifeste par des lésions cutanées. Ce qu'on voit, c'est des rougeurs, des ulcérations qui sont plus ou moins locales. Signes psychiatriques comme dépression, fatigue intense. Des signes neurologiques aussi, atteinte des nerfs. Baisse de l'immunité. Elle joue un rôle dans la synthèse donc, des cellules sanguines. Automatiquement, il y a une diminution de l'immunité. Humorale aussi, donc cellulaire et humorale. Troubles digestifs, vomissements et bien sûr nausées et anorexie. L'anorexie est caractéristique de la carence en vitamine B. Quand est-ce qu'on rencontre cette carence en vitamine B, B6, chez les personnes âgées, lors d'un régime alimentaire qui est, disons, qui n'est pas équilibré, puisqu'il contient beaucoup d'aliments raffinés, la prise de certains médicaments, lors d'une insuffisance rénale, l'alcoolisme, lors de la cirrhose, hyperthyroïdisme, insuffisance cardiaque. Donc, on rencontre des carences en vitamine B chez ces personnes. Les applications thérapeutiques de cette vitamine, alors, elle a été utilisée, et elle est utilisée jusqu'à maintenant, chez les femmes enceintes qui présentent des nausées. Donc, pour le traitement des nausées chez la femme enceinte, 30 mg de vitamine B6 permettent de diminuer par jour, c'est par jour, permettent de diminuer les nausées chez les femmes enceintes. Et vous savez très bien que c'est une gêne très importante chez la femme enceinte. Ensuite, prévention des maladies cardiovasculaires, donc un risque diminué pour des doses qui sont, disons, faibles, mais à long terme, on parle là de prévention. Donc la prévention est obtenue par une dose de 4,6 mg par jour de vitamine B6, mais là, vraiment à long terme. Et en combinaison avec la B9, B6, B9. La B9 à 700 microgrammes par jour, bien sûr. Il y a eu une diminution du risque de développer un cancer du sein, donc chez les femmes qui ont pris cette vitamine, et là aussi c'est préventif, donc c'est à long terme. Ensuite, il y a eu un lien entre la prise de la vitamine B6 et des maladies neurologiques comme la Parkinson. L'homocystéine, donc un lien aussi, vous savez très bien actuellement le rôle de l'homocystéine dans le risque de maladie cardiovasculaire. Donc, déjà quand on dose cet acide aminé, et cet acide aminé soufré, on peut facilement doser au laboratoire chez des personnes donc, qui présentent un risque de maladie cardiovasculaire. D'ailleurs, quand on le dose, et si on trouve des valeurs qui sont élevées, il y a un risque. Et c'est prouvé. C'est-à-dire que la personne présentera une maladie cardiovasculaire d'ici quelques années. C'est un signe avant-coureur. La liaison est directe. Et de plus que l'homocystéine a une action toxique prouvée actuellement pour le cerveau. Donc le lien entre cet acide aminé soufré et les maladies, par exemple, neurologiques par la suite, là aussi, il est prouvé actuellement. La vitamine B6 fait baisser le taux d'homocystéine. Homocystéine, je parle de l'homocystéine, c'est un acide aminé dérivé de la cystéine. Les soufrés. La cystéine est un acide aminé nécessaire
pour l'organisme. L'homocystéine est toxique, c'est un dérivé qui est synthétisé à partir de la cystéine. Le syndrome prémenstruel donc, est soulagé chez certaines femmes par une supplémentation de 50 à 100 mg par jour de B6, en combinaison donc là avec le magnésium, et l'efficacité est totale. 200 mg par jour de magnésium en présence bien sûr de vitamine B6 de 50 mg à 100 mg. Non, ça c'est curatif. C'est pour soulager donc, les personnes, les femmes qui présentent ce syndrome. Ensuite, la prévention. Alors, prévention, là c'est préventif, les calculs rénaux. Un apport assez important, hein, donc là on rentre dans l'optimal. Un fort apport en B6 est inversement associé au risque donc, de présenter des calculs rénaux. Chez les femmes, c'est-à-dire que l'étude qui a été publiée chez les femmes. D'accord? Parce que là, ce que je vous montre, c'est des preuves scientifiques. Parce que quand on parle de prévention, c'est au niveau d'une population à risque. Et il faut le montrer par des études, il faut publier. Donc ce qu'on a, nous, c'est ces publications sur tant de personnes dans telle région et qui présente ce risque. Et le risque a diminué. Le travail est fait que chez les femmes. Bien sûr, la prévention, je pense qu'elle est à niveau des deux sexes, hein, que ce soit homme ou femme. La prévention sera, enfin l'apport, la supplémentation sera bénéfique. En cas d'autisme, là aussi, il y a des doses massives qui ont... quand il parle de doses, un fort apport, donc on va à l'optimal. D'accord, on va à, voilà, exactement, de 60 à 100 mg. Hein, on dépasse donc le seuil physiologique. Quand on parle de fort, c'est l'optimal. Donc là, ils vont jusqu'à 100 mg. Ils dépassent même l'optimal, qui est de 60 mg. Donc eux, ils vont jusqu'à 100 mg par jour. Certains médicaments interfèrent avec l'absorption de la B6, et là, il faut faire attention. Donc vous avez la liste de ces médicaments, vous les aurez. Donc une personne qui prend ces médicaments, il faut alors soit aller, et si on veut vraiment la supplémenter en B6, il ne faut pas donner des doses physiologiques, mais donner des doses optimales, c'est-à-dire aller en fort. Parce qu'il y a une certaine interaction, une gêne de l'absorption. Elle n'est pas totale. Il y a une partie qui est absorbée et une partie qui est éliminée. Donc on peut aller à des doses optimales en présence de ces médicaments que vous avez. De toute façon, vous aurez le diaporama, on vous le donnera. Comme ça, vous aurez tous les détails sur ces vitamines. La vitamine B8, les apports journaliers sont de 300 microgrammes, optimale de 1 mg, donc efficace avec des petites doses. On la trouve dans l'alimentation, soit alors, sous forme libre ou liée à un acide aminé qui est la lysine. Automatiquement, parce qu'elle est liée à l'acide aminé, donc là, surtout au niveau des protéines, que ce soit les protéines animales ou végétales. Et il y a une synthèse, elle n'est pas énorme, mais elle existe, synthèse endogène par la flore microbienne intestinale. Donc, on doit faire attention à notre biotope, à notre flore, qui est très utile. D'ailleurs, on peut en parler tout à l'heure, si vous voulez, de cette implication de la flore dans l'obésité. Maintenant, c'est prouvé que les personnes, voilà, c'est prouvé de plus en plus, on a un taux augmenté d'obèses, l'obésité
ne cesse d'augmenter dans tous les pays, et même en Algérie. D'ailleurs, venez à Tlemcen, vous allez visiter un petit peu les écoles et vous allez voir que c'est pas possible, ces petits-enfants obèses, hein, vraiment obèses, qu'on voit, Sanem Oula, on les voit déjà à 5 ans, 6 ans, ils sont vraiment beaux. Il y a des cas de diabète de type 2. Oui, le diabète qui augmente vite, ça c'est la pathologie associée à l'obésité. Le changement alimentaire. Oui, le changement alimentaire, il y a aussi cette flore qu'on est en train de perdre petit à petit, suite voilà, à notre alimentation, à nos additifs alimentaires, je dirais. On mange trop raffiné, à ces boissons, coca, les jus, Burger, coca, oui, tout ça, ça détruit notre flore ici. Et l'augmentation des allergies véridiques, Exactement, c'est lié à cette flore qu'elle nous protège, c'est un patrimoine. Voilà, je suis une homme, c'est ça. Alors, on la trouve où? On la trouve dans les aliments prévalus, là, dans le site. La levure de bière que je recommande particulièrement, parce qu'elle nourrit en même temps nos bactéries, cette levure de bière. Donc le thym, les noix, le jaune d'œuf, les sardines, les choux-fleurs, les bananes qui sont riches en B, les tomates, les épinards, etc. Le rôle métabolique, comme les autres, donc c'est un coenzyme activateur de réaction biologique. Métabolisme des lipides et des acides gras, métabolisme des glucides, donc c'est surtout le catabolisme, la synthèse des acides aminés, protéines, production de l'énergie comme les autres, donc l'ATP. En dermatologie, elle protège la peau, également les muqueuses, les ongles, les cheveux, avec un ralentissement de la chute de cheveux. Intervient dans l'action de la testostérone, donc synthèse des protéines du testicule et le bon fonctionnement aussi du système, donc l'appareil de reproduction masculin et du système nerveux. La carence de la vitamine B8 présente des signes généraux et des signes plus spécifiques. Les signes généraux, c'est les pertes d'appétit, la fatigue, les troubles digestifs qu'on a vus, comme pour les autres vitamines. Donc là, vous voyez que ça se répète. Surcharge en triglycérides au niveau du foie, ça c'est plutôt spécifique. Des troubles du métabolisme, surtout avec une acidose qui s'installe, un déséquilibre dans les réactions métaboliques. Les signes qui sont plutôt cutanés, des lésions cutanées, des rougeurs, rareté des cils, des sourcils, ça aussi c'est caractéristique à cette carence en B8, des signes neuropsychiatriques avec dépression, somnolence. Chez l'enfant, un retard psychomoteur, des convulsions, mauvaise coordination des mouvements, ça aussi, dans les carences qui sont quand même assez prolongées. La surveillance chez le sportif, d'ailleurs chez le sportif, il faut surveiller ces vitamines, donc automatiquement une supplémentation en multivitamines. Surtout chez la femme aussi enceinte, la femme allaitante, où les besoins sont accrus vu la présence du fœtus où il y a le lait, l'allaitement, lors d'affection qui augmente donc les besoins en vitamine B8, l'alcoolisme, défaut d'absorption lié à la maladie intestinale, comme les autres vitamines. En cas de diarrhée aussi, là aussi les besoins sont augmentés. Si prise excessive de thé, de café, de produits épicés, qui limitent donc l'absorption de cette vitamine. Chez les personnes qui prennent certains médicaments, comme les anti-épileptiques,
qui aggrave donc cette carence en vitamine B8, parce qu'il y a une interaction et surtout c'est au niveau de l'absorption que ça joue, et les personnes qui sont nourries par une alimentation parentérale, donc qui présenteront une carence en vitamine B. Alors là, c'est une spécificité qui est liée à la carence en vitamine B, le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf contient une enzyme, c'est la vidine, et qui inhibe l'absorption de la B8. Donc là, pour les personnes qui prennent des œufs crus, faire attention parce qu'il y a une inhibition de l'absorption de la vitamine B. Sauf si l'œuf est cuit rapidement, parce que cette enzyme active est détruite. Alors, je l'ai noté, comme je l'ai noté aussi pour les autres vitamines, les vitamines B travaillent en synergie. C'est-à-dire que donner une vitamine B de manière isolée, avec que la B8, que notre vitamine B, serait diminuer l'efficacité, puisque ces vitamines travaillent ensemble. Donc, donner des complexes de vitamine B sera meilleur. La B9, alors la B9, les apports journaliers c'est de 400 microgrammes et les apports optimaux sont de 1 mg. La B9 ou l'acide folique que vous connaissez, donc on le trouve surtout dans les céréales, dans le foie, les légumes, les légumineuses, la levure de bière, les œufs, surtout le jaune d'œuf, les viandes, les céréales, les fruits comme les bananes, les oranges, les fruits secs dans les noix. Les noix sont très riches en B9, dans le lait et les fromages. Une alimentation variée évitera facilement les carences. Rôle de la B9, c'est, vous le savez, là aussi, c'est la division cellulaire et la duplication de l'ADN. Donc, quand on parle d'ADN, on parle de synthèse de croissance cellulaire, donc croissance du fœtus, formation surtout du tube neural. Ça, c'est important. Donc, qui est bien connu dans concernant cette... Exactement, c'est l'ADN. De toute façon, l'acide folique, c'est l'ADN. Pas de l'acide folique, c'est l'ADN. Donc, disons, c'est dangereux, ça touche l'ADN. Touche l'ADN, ça peut provoquer des mutations avec des malformations. Métabolisme aussi, donc acide aminé, la synthèse des protéines. Les maladies cardiovasculaires, donc, il y a une certaine prévention de la formation de l'homocystéine. Et vu le rôle toxique de cet acide aminé, c'est un effet très bénéfique pour l'organisme. L'immunité avec renouvellement des cellules, formation des globules rouges et apport d'oxygène. La carence, donc liée à l'absence, à la faible quantité de cette vitamine dans l'organisme, des signes généraux, d'abord, c'est la fatigue, l'anorexie. Vous voyez, on la retrouve un peu partout, cette anorexie, qui est liée à cette carence en vitamine D. Retard de croissance, des signes hématologiques avec une anémie qui est mégaloblastique, puisque ça touche l'ADN, des signes neuropsychiatriques avec troubles du sommeil, de la mémoire, irritabilité, signes digestifs avec des nausées, des diarrhées, des signes cutanés aussi, et hématologiques, des ulcères, des hémorragies, etc. Donc, les indications thérapeutiques. Chez la femme enceinte, mais en cas de carence prouvée, il faut vérifier chez la femme enceinte si elle présente une carence.
Les dosages de la vitamine B, on peut les faire par kit. S'ils le font maintenant, ça devient systématique, ils le font. Ça ne nécessite même pas un appareillage de spectrophotomètre, des réactions qui sont colorimétriques, exactement si on dosait le cholestérol, le triglycéride, ils le font. Mais ici, je ne sais pas si les laboratoires de routine, ils le font en recherche. Ici, on le fait en recherche, oui. En routine, non. Parce que quand même, ça revient encore cher. Le kit revient cher. Facilement. Bon, nous, on l'achète, mais dans le domaine de la recherche, il nous revient à 4 millions la boîte qui te fait combien? Même l'homocystéine, c'est des kits qui nous reviennent à 4 millions, à 40 000 dinars, 35 à 40 échantillons. Ça revient cher par rapport, je compare par rapport à la boîte de kit de cholestérol ou triglycérides qu'on achète à 4 000 dinars. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la même chose. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de routine à une personne, bien qu'en Europe, ils le font, actuellement ils le font automatiquement. Alors, chez une femme qui a déjà eu un enfant avec une anomalie du tube neural, avec un spina bifida, donc là, automatiquement, il faut la mettre sous vitamine B9. Oui, vous le faites automatiquement. Donc voilà. Oui. Sans antécédent. D'accord. Oui. À quelle dose vous donnez? Un comprimé de combien de 5 minutes. D'accord. Donc on reste dans l'optimal. Et un par jour. Oui, donc c'est l'optimal. Oui, le faire automatique. Ensuite, traitement de l'anémie macrocytaire, donc par carence en vitamine B9. Prévention des maladies cardiovasculaires, mais en association avec la B6 et la B+. Et puis, si prise donc, de certains médicaments, comme méthotrexate, et qui est donné, donc, je pense, dans les polyarthrites, c'est ça. Hein, donc, il faut les mettre sous B9 automatique. Alors, trouble chronique de l'absorption intestinale, là aussi, il y aura une carence, donc mettre la personne sous vitamine. Cicatrisation des plaies, donc ça influe. Dans le traitement de la dépression et dans les troubles de la mémoire, surtout chez les personnes âgées. Dans la prévention de la démence, les maladies d'Alzheimer, bon, ça reste toujours des études qui sont faites, mais sur des petits groupes. Ce n'est pas des groupes quand même assez importants pour prouver son efficacité à 100%. Mais dans les troubles de la mémoire, disons, certains troubles de la mémoire, c'est efficace. La B9 reste quand même efficace. Surveillance du taux chez les fumeurs. Chez la femme enceinte, allaitante, donc on vient de le dire, lors de la grossesse, donc supplémentation B9 est faite automatiquement, tu l'as déjà dit. Les prématurés, les enfants, les adolescents, donc pour permettre une bonne croissance, pourquoi pas, à titre préventif. Lors d'affections pouvant augmenter les besoins en vitamine B9, donc l'alcoolisme, un défaut d'absorption, maladie intestinale, lors des diarrhées, on peut toujours donner cette B9. Prise d'un contraceptif oral surtout, qui provoque donc, une malabsorption, un déficit en B9, la prise de certains médicaments, surtout chez les personnes qui prennent beaucoup d'aspirine. Donc, les médecins, B9 là aussi.
En cas de prise de thé, de café, produits épicés. Là aussi. Exactement, donc finalement on doit se mettre sous B9 plus. Je pense que voilà, la prise excessive de café je pense qu'on est particulièrement voilà, très consommateur. Je pense qu'on est drogué, on se drogue à la caféine, à la théine, la journée. Et les deux. Pourquoi les deux? Surtout chez les scientifiques. Parce qu'on essaye de pallier la caféine par la théine. Sachant que le café est dangereux et que je l'adore, donc je prends mon café. Mais sachant que le thé peut m'aider à détruire la caféine, donc je pense aussi du thé. Finalement, on se retrouve drogué au thé. Non, c'est pas la même. C'est pas la même. La théine est moins dangereuse que la caféine. D'accord? Elle est moins dangereuse que la caféine. La caféine est beaucoup plus dangereuse pour l'organisme. Celle qui stimule le système nerveux, c'est la caféine. La catéchine est un polyphénol. Parce que le thé, il contient beaucoup plus de polyphénol. Oui, mais la théine n'est pas considérée comme un polyphénol bénéfique pour l'organisme. La catéchine est un polyphénol bénéfique pour l'organisme. C'est des antioxydants. Par contre, la théine est considérée comme une hormone qui est, disons, qui stimule le système nerveux, mais moins important que la caféine, qui est plutôt dangereuse pour l'organisme. Mais la théine n'est pas un polyphénol. D'accord? C'est bon, c'est quoi qu'il n'y a pas. Chez le polyphénol. La catéchine est un polyphénol. La théine, pas dans le café. Le café ne contient pas de polyphénol. Je voulais dire que le thé est équilibré. Le thé est plus bénéfique, voilà, il contient des polyphénols. Voilà, le café non. Bien que, attends, le café contient d'autres vertus. Donc on peut, j'ai toute une conférence sur le café et ses vertus. D'accord? Donc finalement, il y a un effet bénéfique, il y a un effet toxique. Voilà, c'est le bénéfice du cerveau. C'est-à-dire qu'en cas, si on ne veut pas dormir, par exemple, voilà, c'est un stimulant pour l'organisme. C'est bon. Ça stimule le système nerveux. Contiennent des antioxydants, les deux, mais le thé. Le café favorise l'ostéoporose. Exactement, il y a Attention, par s'équilibrer le pH. si on prend du café, on prend un peu d'idée, je pense que il faut abuser. Il n'est pas pour la santé, soit café, thé, etc. C'est des stimulants à éviter. Alors, parler des personnes âgées, le thé, le café, l'épice. Et voilà, les plats épicés, hygiène d'absorption. Les personnes atteintes de maladies infectieuses, les personnes âgées, l'alimentation déséquilibrée, ou chez les personnes démunies. Là aussi, donc la supplémentation est intéressante. La vitamine B12, les apports recommandés sont de 1 microgramme. Les apports optimaux sont de 100 à 1000 microgrammes, c'est-à-dire 1 milligramme aussi. La B12, on la trouve surtout dans le lait, le thon, les œufs, dans la lune, le poisson, bon, le hareng, et l'huile de bière aussi. Alors la B12 est mieux absorbée, ou elle est absorbée en présence du calcium,
ça vous le savez. Il lui faut le facteur intrinsique qui est gastrique. L'organisme contient une dose assez importante de vitamine B12, on parle de 5 mg de B12, qui est contenu dans le foie, 3 mg. Et 60% sont dans le foie, quand même. Et elle est éliminée dans la vie, les ovules et les desquamations cellulaires. Le rôle alors son rôle est métabolique exactement comme les autres vitamines D. Le métabolisme des glucides, des lipides, des protéines, et sans oublier ce rôle dans la production de l'énergie cellulaire. Alors, prévention de l'élévation de l'homocystéine, là aussi on a dit l'acidémie soufrée et la relation, je le répète, la relation entre cette acidémie soufrée et l'athérosclérose est prouvée de plus en plus. Et si on dose, on trouve cette acidémie élevée chez une personne, cette personne est une personne à risque. Donc, prendre un supplément vitaminique qui lui permet donc, de réduire ce taux chez certaines personnes à risque serait très bien. L'une des vitamines, la B12, sans parler des autres que nous venons de voir. Alors, toujours en association avec les autres vitamines, donc B6, B9 et B12, travaillent en combinaison, travaillent en synergie pour les donner ensemble. D'accord. Un rôle antalgique, anabolisant et détoxifiant à la vitamine B12. Rôle aussi dans la synthèse de la méthionine et de la choline. Choline, donc si on parle de choline, on parle d'acétylcholine, de neurotransmetteurs, donc ça on y va automatiquement dans son rôle dans le fonctionnement du système nerveux. Elle permet l'assimilation du fer et elle est anti-allergique. Globule rouge, elle permet donc l'assimilation du fer, donc automatiquement la synthèse de l'hémoglobine. Elle joue un rôle dans la croissance, division des cellules, synthèse de l'ADN. Son rôle est bien connu, la B12. Cerveau, maintien de la gaine de myéline, donc protège les nerfs qui sont protégés par cette gaine. Assure aussi la transmission des influx nerveux. Donc, rôle dans le système nerveux. La carence. Non. Parce que c'est pas, je veux dire, ça a un rôle préventif que n'ont pas donné dans le cas de sclérose en plaques. La vitamine D. Vitamine D, oui, vitamine D et calcium pour l'absorption. Alors, les carences, c'est surtout l'anémie, en fait, qui est caractéristique de cette vitamine B12. Alors, quelle est la cause d'abord de cette carence? C'est une carence d'apport. En cas de malnutrition, ou surtout chez les végétariens et les végétaliens. Ensuite, en cas de mauvaise absorption, donc un défaut d'absorption intestinale, surtout lorsqu'il n'y a pas de facteur intrinsèque. D'ailleurs, c'est l'anémie pernicieuse que vous connaissez très très bien. Donc en cas de chirurgie de l'estomac aussi, de l'intestin, maladie chronique de l'intestin, maladie cœliaque, où on rencontre cette carence, ou bien en cas d'infestation dont parle les péniens, surtout chez les enfants. Carence en vitamine B12, les signes généraux, amaigrissement, parce qu'il y a une anorexie, fatigue intense, les signes hématologiques, avec cette anémie qui est caractéristique, voilà, pernicieuse, des signes comme la pâleur,
des phénomènes de froid et de chaud, changement, c'est-à-dire température corporelle, dérèglement. Ensuite, il y a une tachycardie aussi qui est caractéristique de cette carence. Signes neurologiques et subcutanées avec la langue qui est enflée, des papilles, donc il y a une perte de ces papilles, surtout les papilles gustatives. L'excès, c'est vrai qu'on parle de carence, mais on ne parle jamais d'excès. Pourtant, les excès peuvent exister. C'est vrai que ce qu'on rencontre, c'est surtout les carences. Alors, l'excès est plutôt toxique. En fait, il n'y a pas de signes, disons, qui sont liés spécifiquement à un excès en une certaine vitamine. Mais ils peuvent exister. Ils ne présentent pas, disons, des symptômes qui sont dangereux. En cas de vitamine B12, il y a une caractéristique de l'excès, c'est l'acné. Voilà, c'est des effets, disons, qui sont pas toxiques pour l'organisme. Et anabolique, oui, il y a un excès donc, de production d'ATP, il y a un excès, il y a une accélération du métabolisme, mais sans être dangereux. Alors, quelques études ont été faites. J'ai réactualisé, donc il y a 2 jours, 48 heures avant de venir, donc j'ai un peu réactualisé les études qui ont été faites sur ces vitamines, bien sûr, sur les publications précédentes. Il n'y a pas grand-chose sur la vitamine B12, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses en 2014, il n'y a pas eu de données récentes sur cette vitamine B12. Donc on reste sur l'étude qui a été publiée dans le journal Neurology en 2011 chez les personnes âgées qui présentent un déficit en vitamine B12 et qui présentent aussi des troubles cognitifs comme la mémoire, une perte de mémoire, perte de l'attention. Et chez ces personnes, on a prescrit donc, la vitamine B12 et on a constaté qu'il y a eu une amélioration de ces troubles, surtout de la mémoire. Donc on peut la prescrire chez les personnes âgées pour améliorer cette mémoire chez les personnes âgées. Ensuite, en 2012 toujours, il y a eu une autre étude qui a été faite et publiée dans Human Development, le journal, et cette étude montre un taux bas, faible chez les femmes enceintes, de la région, hein, c'est typique à cette région. Et on a vu que lorsque la femme enceinte présente un trouble de carence en vitamine B12, son enfant ne cesse pas de pleurer. Donc des pleurs excessifs avec un sommeil perturbé. Donc je pense que ton bébé, c'est-à-dire que tu n'as pas été carencé en vitamine B12 parce qu'il n'a même pas pleuré. Il n'a rien dit. Tout à l'heure, j'attends un petit pleur qui va me perturber. Rien du tout. Non, mais sa maman n'a pas été carencée. Donc le lien est direct entre cette carence et les pleurs donc, du bébé à sa naissance, des bébés qui pleurent. C'est un signe de carence chez la maman pendant sa grossesse, bien sûr. Pourquoi? Parce que tout simplement la B12 joue un rôle très important dans ce rythme, la maturation du rythme du sang. 2007, la supplémentation en B12, donc le système article qui a été publié, chez les personnes qui sont fatiguées, très fatiguées et même dépressifs. Et les résultats sont spectaculaires puisqu'il y a une correction, une amélioration donc, de la santé, la qualité de vie de cette personne.
Et là aussi, la supplémentation a été faite sur une période de 2 à 3 semaines. Quand même, c'est rapide. L'amélioration a été nette. Ensuite, une ancienne publication qui a été faite chez les personnes âgées en 1997 et qui ont montré que la supplémentation en vitamine B12 corrige cette agressivité qu'on rencontre chez les personnes âgées. Cette agressivité qui s'installe donc petit à petit avec oui, et les personnes deviennent agressives. Manque de santé, manque de sommeil, dénutrition, et automatiquement il y a une certaine agressivité qu'on peut corriger facilement par cette supplémentation en vitamine B12. Il faut la donner en combinaison, de toute façon. En combinaison, voilà. B6, B9, B12. Ou bien, il faut donner la personne. C'est vrai, ça va, exactement. Ça corrigera toutes les carences. Les 3B, si on veut être spécifique, mais si on veut être moins spécifique, et à titre préventif, avec l'âge, il faut prendre la mesure de l'âge. 3 petits comprimés par jour sont suffisants pour pallier toutes les carences en vitamine B. Et il ne faut pas attendre à être âgé pour commencer à la prendre. Il faut commencer à la prendre à l'âge de 40 ans. Parce que c'est vrai, on dit que à 40 ans, cet âge, la quarantaine, c'est très spécifique pour une personne. Et à 40 ans, on commence justement à perdre progressivement. C'est vrai qu'on est encore jeune, on est bien, on est en bonne santé. Mais malheureusement, c'est à cet âge que commence le ralentissement métabolique de l'organisme. Et à cet âge où il faut commencer les supplémentations. Donc, il ne faut pas attendre 70 ans ou dépasser la soixantaine pour commencer à prendre des compléments nutritionnels. Il faut commencer à 40 ans. C'est l'âge idéal pour prendre ces petites pilules. En plus, bien sûr, de faire attention à son alimentation. Il faut qu'elle soit variée, il faut qu'elle soit équilibrée. Et en plus, prendre ces compléments nutritionnels. Alors, elle n'existe pas toute seule, elle est en combinaison. Elle est en trio B. B1, B6, B12. Oui, trio B. Non, elle existe en trio. Si, elle existe en injectable et elle existe en combinaison comprimée. Oui, mais on ne va pas exiger en injectable à une personne, elle veut se faire de la prévention. Il faut donner parfois oral. Pour les malades. En injectable, c'est plutôt à titre Thérapeutique. Mais là, on parle à titre préventif. Alors, au passage, il y a une idée qui se propage un petit peu. J'entends beaucoup à Kelsen. Ça, c'est un message sur le danger des suppléments nutritionnels. Oui, parce qu'il y a des articles. Voilà, il y a beaucoup d'articles qui sont... Alors, ces articles, je vous informe, qui sont faits par des industriels de médicaments. Alors, vous faites attention à ces articles. Parce que moi, on est venu me voir plusieurs fois et je leur dis, prenez vos compléments nutritionnels, ils ne sont pas dangereux du tout. Il faut rester, bien sûr, dans les apports physiologiques. On n'est pas dans le thérapeutique pour aller aux fortes doses. Donc, un comprimé, par exemple, les multivitamines par jour, on trouve même, ça dépend de la marque, on trouve toutes les vitamines, tous les minéraux. C'est ce que je préfère. On a même jusqu'à 22. Ça, c'est les meilleurs. Et ils ne sont pas dangereux du tout. Prendre un comprimé à titre
préventif par jour, ce n'est pas dangereux. Est-ce qu'on prend une cure, par exemple pendant 3 mois ou 1 mois? Non, non. On arrête et on Si on a 40 ans, on le prend à vie. Si on a 40 ans, d'accord, à 40 ans on commence. Un comprimé par jour. Et la levure de bière, 3 comprimés par jour. Moi, je fais des cures. Des cures. Terminé, y compris la levure de bière. Donc, Mais tu les fais des... S'il vous plaît. et là, on est en train de